À chaque fête, à chaque anniversaire, à chaque réunion de famille les mêmes mots, les mêmes regards, le même sentiment d'être celui qui ne cadrait pas tout à fait. Tu es toujours celui qui fait honte. Personne ne le disait directement, pas au début, mais c'était là, dans les silences, dans la manière dont les conversations changeaient quand j'entrais dans la pièce, dans la façon précautionneuse dont ils expliquaient ce que je faisais à leurs amis. Étienne fait quelque chose avec des ordinateurs. On n'est pas vraiment sûr de ce que c'est. J'avais 32 ans. Je développais mon entreprise depuis 7 ans. Et ma famille me présentait toujours comme si j'étais au chômage. Mon frère, Thomas, était avocat d'affaires, devenu associé à 30 ans, il avait le bureau d'angle, les costumes sur mesure, le cabinet prestigieux dont maman pouvait se vanter à son club de lecture. Ma sœur, Camille, était chirurgienne pédiatrique. Elle sauvait la vie d'enfants. Elle avait les récompenses, le respect, la carrière qui faisait pleurer papa quand il parlait d'elle. Mon cousin, Antoine, avait repris l'entreprise familiale de fabrication. 3e génération, il employait 40 personnes, avait l'héritage, la stabilité, la voie qui semblait logique à tout le monde. Et puis il y avait moi, Étienne, celui qui fait quelque chose avec des ordinateurs. J'avais lancé mon entreprise à 25 ans, fraîchement sorti de l'université avec un diplôme en informatique et une idée que personne ne comprenait, une application de gestion de projet non pas pour les grandes entreprises, mais pour les petites équipes, les indépendants, les télétravailleurs, les gens qui avaient besoin de quelque chose de simple mais puissant. Pourquoi est-ce que quelqu'un paierait pour ça, avait demandé papa quand je lui en avais parlé. Il y a déjà des applications pour ça. Pas comme la mienne, avais-je dit. Il m'avait regardé avec cette expression, celle qui disait qu'il essayait d'être encourageant mais pensait vraiment que je perdais mon temps. Quand est-ce que tu vas te trouver un vrai travail, avait-il demandé 6 mois plus tard, alors que je vivais de nouilles instantanées et que je travaillais 18 heures par jour. C'est un vrai travail. Je veux dire, un vrai, avec des avantages sociaux, la sécurité, un avenir. Ça a un avenir, papa. Si tu le dis. Cette conversation a donné le ton pour les 7 années suivantes. À Thanksgiving, on faisait le tour de la table, chacun partageant ce pourquoi il était reconnaissant, ce qu'il avait accompli. Thomas parlait de sa dernière affaire, gagnant des millions pour son client, devenant associé, achetant sa 2e maison. Camille parlait d'une opération complexe, de la vie d'un enfant sauvé, d'une conférence médicale où elle était l'oratrice principale. Antoine parlait de l'entreprise, de nouveaux contrats, d'expansion, de l'embauche de nouveaux employés. Quand venait mon tour, c'était, eh bien, Étienne travaille toujours sur son application. Au moins, il essaie. Au moins, il essaie. Comme si j'étais un enfant qui méritait un trophée de participation juste pour être venu. À Noël, maman demandait à Camille des nouvelles de sa dernière opération, à Thomas de sa trajectoire de carrière, à Antoine de l'entreprise. Puis elle se tournait vers moi. Tu fais toujours ce truc avec les ordinateurs? Oui, maman. Je le fais toujours. Peut-être que l'année prochaine sera meilleure pour toi. Meilleure? Comme si cette année avait été un échec. Comme si chaque année était un échec parce que je ne portais pas de costume pour aller au bureau, que je ne pratiquais pas la chirurgie ou que je ne dirigeais pas une usine. J'avais arrêté d'essayer d'expliquer ce que je faisais, arrêté d'essayer de leur faire comprendre que mon application avait des utilisateurs, qu'elle se développait, que je construisais quelque chose de réel. Parce qu'à chaque fois que j'essayais, je le voyais dans leurs yeux, le désintérêt poli, la déception subtile, la question tacite, quand est-ce que tu vas faire quelque chose dont on pourra être fier? Dîner de Pâques. J'étais assis au bout de la table, la place qu'il me gardait toujours. Pas à côté de quelqu'un d'important, pas au milieu de la conversation, juste là. Oncle Richard, le frère de papa, menait la conversation, parlant de la dernière victoire de Thomas au tribunal, de la promotion de Camille au poste de chef de la chirurgie pédiatrique, de l'expansion de l'entreprise d'Antoine dans 3 nouvelles régions. Je suis si fier de vous tous, dit-il en levant son verre. Regardez ce que cette famille a accompli. Il fit un geste vers Thomas, vers Camille, vers Antoine. Son regard m'a effleuré sans me voir. Pas hostile, pas intentionnellement cruel, juste inconscient, comme si je n'étais pas là, comme si je ne comptais pas. J'ai souri, hoché la tête, siroté mon vin et ressenti cette douleur familière, celle que je ressentais depuis mes 25 ans. La douleur d'être invisible dans sa propre famille. Puis est arrivée la fête pour les 60 ans de l'oncle Richard. Grand événement, salle louée, traiteur,
bar ouvert, 100 personnes, famille élargie, amis, collègues. J'ai failli ne pas y aller. J'ai inventé 3 excuses différentes dans ma tête. Mais maman avait appelé. Il faut que tu viennes, Étienne. C'est la famille. Richard serait déçu si tu n'étais pas là. Vraiment? Je n'étais pas sûr que Richard remarquerait mon absence, mais j'y suis allé quand même. J'ai mis ma plus belle chemise, pas un costume. Je n'avais plus de costume à ma taille. Je n'en avais pas eu besoin. Je suis arrivé à 19h. La fête battait déjà son plein. Thomas était là avec sa femme, entouré de gens qui voulaient entendre parler de sa dernière affaire. Camille était là avec son mari, parlant à un groupe d'une opération révolutionnaire qu'elle avait réalisée. Antoine était là avec sa fiancée, discutant de l'expansion de son entreprise avec les amis de l'oncle Richard. J'ai pris une bière et j'ai trouvé un coin. Vers 20h, l'oncle Richard s'est levé, a teinté son verre et a demandé l'attention de tous. « Je veux porter un toast », dit-il, sa voix résonnant dans la pièce. « À ma famille, à mes neveux et nièces qui ont réussi. Regardez ce qu'ils ont accompli. » Il fit un geste large. À Thomas, à Camille, à Antoine. Thomas, devenu associé avant 35 ans. Camille, qui sauve des vies chaque jour. Antoine, qui porte notre entreprise familiale vers de nouveaux sommets. Je ne pourrais pas être plus fier. Tout le monde a applaudi, acclamé, levé son verre. Le regard de Richard a balayé la pièce, s'est posé sur moi une demi-seconde, puis a continué. Il ne m'a pas mentionné, même pas en passant, il m'a complètement ignoré, comme si je ne faisais pas partie de l'histoire de la réussite familiale. Après le toast, Thomas s'est levé et a fait un discours sur les valeurs familiales et le travail acharné, sur la façon dont l'oncle Richard lui avait appris à ne jamais abandonner, à toujours viser l'excellence. Tout le monde a hoché la tête, applaudi. Camille a suivi, parlant de la poursuite de ses rêves, de la façon dont l'oncle Richard l'avait soutenue pendant ses études de médecine, avait cru en elle. D'autres applaudissements. Antoine a remercié Richard de l'avoir guidé, de lui avoir appris le métier, de lui avoir fait confiance avec l'héritage familial. Une ovation debout. Personne ne m'a demandé de dire quoi que ce soit. Personne ne m'a regardé avec attente. J'étais juste là dans le coin, tenant ma bière, à observer. Après les discours, j'étais seul près du bar quand tante Hélène, la femme de Richard, est passée. Ma tante, quelqu'un que j'avais connu toute ma vie. Elle s'est arrêtée, m'a souri ce sourire compatissant que les gens vous adressent quand ils ont pitié de vous. Tu sais, Étienne, dit-elle, sa voix douce, presque gentille. Ce n'est pas grave que tu ne réussisses pas comme eux. Chaque famille en a un. Elle m'a tapoté l'épaule. Celui qui fait honte. Ne te sens pas mal pour ça. On t'aime quand même. Puis elle s'est éloignée comme si elle venait de me faire un cadeau, comme si elle avait été compréhensive, compatissante. Chaque famille en a un. Celui qui fait honte. Je suis resté là, ma bière à la main, figé, la regardant traverser la pièce pour rejoindre la fête. Et quelque chose a fait tilt en moi. Pas de la colère, pas de la rage, juste de la clarté. J'avais passé 7 ans à essayer de faire mes preuves auprès de gens qui avaient déjà décidé que je ne comptais pas. 7 ans à espérer qu'ils remarqueraient, qu'ils demanderaient, qu'ils s'en soucieraient. Ils ne l'ont pas fait. Ils ne le feraient pas. Et j'en avais fini d'espérer. J'ai fini ma bière, posé le verre sur le bar, suis sorti de la fête, suis rentré chez moi dans mon petit appartement, me suis assis sur mon canapé, et ouvert mon ordinateur portable et ai regardé le tableau de bord de mon entreprise. L'application avait 73 000 utilisateurs actifs. Les revenus augmentaient de 20% d'un mois sur l'autre. Nous venions de boucler notre deuxième levée de fonds, série B, 7,5 millions d'euros. J'avais des offres d'acquisition fermes de 3 grandes entreprises technologiques, des offres que j'avais laissées en attente, attendant le bon moment. J'ai affiché l'offre la plus élevée. 58 millions d'euros. Je l'ai fixée pendant un long moment. Puis j'ai ouvert mes courriels et j'ai écrit à mon avocat. Acceptez l'offre. Concluons cette affaire. J'ai cliqué sur envoyer. J'ai fermé mon ordinateur portable. Et pour la première fois en 7 ans, je me fichais de ce que ma famille pensait, parce que je venais de décider quelque chose. Ils avaient passé 7 ans à me traiter comme si je ne comptais pas. J'allais passer le chapitre suivant de ma vie à prouver que je n'avais pas besoin d'eux. L'affaire a été conclue 3 mois plus tard.
58 millions d'euros. Après les impôts et le partage avec mes cofondateurs et les premiers investisseurs, je suis reparti avec 21 millions d'euros. 21 millions d'euros. Plus d'argent que Thomas n'en gagnerait dans toute sa carrière d'avocat, plus d'argent que Camille n'en gagnerait en chirurgie, plus d'argent que ne valait l'entreprise familiale d'Antoine. Et ma famille n'en avait aucune idée, parce que je ne leur ai rien dit. J'ai pris un mois de congé, j'ai voyagé et j'ai réfléchi à ce que je voulais faire ensuite. Puis je suis revenu et j'ai acheté une maison. Pas n'importe quelle maison, la maison. Celle que je regardais depuis 2 ans, celle devant laquelle je passais parfois en voiture juste pour imaginer. Architecture moderne, murs de verre, plan ouvert, 4 chambres, un bureau à domicile avec des fenêtres allant du sol au plafond, un immense jardin avec une piscine, une maison d'amis, un garage pour 3 voitures. Le genre de maison qui disait « j'ai réussi ». J'ai payé comptant. L'affaire a été conclue en 2 semaines. J'ai passé le mois suivant à la rendre parfaite, meubles, art, aménagement paysager, pisciniste, femme de ménage, tout. C'était magnifique, exactement ce que j'avais imaginé. Puis j'ai décidé d'organiser une pendaison de crémaillère. Une grande, traiteur, barman, musique acoustique en direct, la totale. Je me suis assis pour faire la liste des invités. J'ai commencé par mes cofondateurs, les gens qui avaient bâti l'entreprise avec moi, qui avaient cru en la vision quand ce n'était qu'une idée. J'ai ajouté mon mentor, le type qui m'avait conseillé à chaque levée de fonds, à chaque décision difficile, à chaque moment où j'avais voulu abandonner. Mon colocataire d'université, celui qui m'avait laissé dormir sur son canapé quand je ne pouvais pas payer le loyer, qui avait investi ses économies dans ma série A, même si c'était risqué. Mon meilleur ami d'enfance, Théo, celui qui ne m'avait jamais demandé quand j'allais me trouver un vrai travail, qui avait simplement cru en moi. Des amis de mon bootcamp de codage, de rencontres professionnelles, de conférences des gens qui m'avaient soutenu, encouragé, célébré les petites victoires quand personne d'autre ne faisait attention. Je suis arrivé à 75 noms. Puis je me suis arrêté, j'ai regardé la liste et j'ai réalisé quelque chose. Ma famille n'y figurait pas. Ni maman, ni papa, ni Thomas, Camille, Antoine, oncle Richard, tante Hélène, aucun d'entre eux. J'ai fixé la liste pendant un long moment. Une partie de moi pensait, tu devrais les inviter. C'est ta famille. Mais une autre partie se souvenait de chaque, au moins, il essaie, de chaque, peut-être l'année prochaine, de chaque, tu fais toujours ce truc avec les ordinateurs, de chaque toast qui m'avait ignoré. Le 60e anniversaire de l'oncle Richard. Les mots de tante Hélène. Chaque famille en a un. Celui qui fait honte. J'ai regardé à nouveau la liste. 75 personnes qui avaient cru en moi quand ça comptait. 0 personnes qui m'avaient traité comme si je ne comptais pas. J'ai fermé mon ordinateur portable sans ajouter personne. J'ai envoyé 75 invitations. 0 à la famille. Et je ne me sentais pas coupable. Je me sentais libre. La fête avait lieu un samedi de juin. Temps parfait, ensoleillé, 24 degrés, pas un nuage dans le ciel. J'avais engagé un traiteur, installé un bar dans un coin du jardin, fait venir un guitariste acoustique local pour jouer, et tendu des guirlandes lumineuses sur la terrasse. La maison était incroyable. Les gens ont commencé à arriver à 14 heures. Mon cofondateur, Marc, est arrivé le premier, avec sa femme et une bouteille de whisky cher. Punaise, Étienne, dit-il, debout dans l'entrée, regardant autour de lui. Tu l'as vraiment fait. Tu as acheté la maison de tes rêves. Je l'ai fait. C'est parfait, mec. Je suis si heureux pour toi. D'autres personnes sont arrivées. Mon mentor, David, qui m'avait conseillé à chaque levée de fonds. Mon colocataire d'université, Christophe, qui m'avait laissé dormir sur son canapé quand je ne pouvais pas payer mon loyer. Mon meilleur ami d'enfance, Théo, qui ne m'avait jamais demandé quand j'allais me trouver un vrai travail. Des amis des bootcamps de codage, des conférences de l'industrie, des rencontres de start-up, des gens qui avaient cru en moi quand personne d'autre ne le faisait. À 15 heures, le jardin était plein. Les gens buvaient, mangeaient, riaient, nageaient dans la piscine. Cet endroit est incroyable. Quelqu'un a dit, tu l'as fait, Étienne. Je suis si fier de toi, mec. Chaque compliment semblait sincère. Chaque félicitation semblait réelle parce que ces gens avaient été là, avaient vu la lutte, m'avaient soutenu pendant les années où ma famille me demandait quand j'allais trouver un vrai travail. Vers 16 heures,
Théo a sorti son téléphone. On a besoin de photos de ça, dit-il. C'est légendaire. Il a commencé à prendre des photos, la maison, la fête, des groupes de nous riant au bord de la piscine, moi debout devant ma nouvelle maison, souriant comme un idiot. Je les publie, dit-il. C'est trop bon pour ne pas le partager. Vas-y, dis-je. Je n'étais plus beaucoup sur les réseaux sociaux, trop occupé à construire l'entreprise, mais je m'en fichais. Que les gens voient. Qu'ils sachent que j'avais réussi. Théo a publié les photos sur Facebook, m'a identifié, ainsi qu'une bande d'autres personnes à la fête. Légende, on célèbre la nouvelle maison incroyable d'Étienne. Si fier de ce type pour avoir construit quelque chose d'extraordinaire et réalisé ses rêves. Voilà à quoi ressemble le succès. J'ai vu la publication, j'ai aimé, et je suis passé à autre chose. J'étais trop occupé à passer la meilleure journée de ma vie. Nous avons mangé la nourriture du traiteur, bu de la bonne bière et du bon vin. Le guitariste jouait des reprises de chansons que nous connaissions tous. Quelqu'un a sauté dans la piscine tout habillé. Quelqu'un d'autre a commencé une partie de cornhole. C'était parfait. Tout ce que j'avais voulu, tout ce pourquoi j'avais travaillé. Vers 18 h, mon téléphone a commencé à vibrer. Je l'ai ignoré. J'étais en pleine conversation avec Marc sur notre prochain projet, sur ce que nous voulions construire ensuite. Il n'arrêtait pas de vibrer. Finalement, je l'ai sorti. Maman, Étienne, où es-tu? J'ai fixé le message, confus. Je suis chez moi, à ma fête. Pourquoi me demanderait-elle où j'étais? Un autre message. Papa, cette fois. Papa, il faut qu'on parle. Appelle-moi. Puis Thomas, c'est quoi ce bordel, Étienne? Camille, pourquoi tu ne nous as rien dit? J'ai regardé les messages, ma confusion grandissant. Théo s'est approché en riant. Mec, il faut que tu vois ça. Voir quoi? Il m'a montré son téléphone, la publication Facebook de tout à l'heure, les photos de ma maison, de la fête, tout le monde s'amusant et les commentaires. Oh, les commentaires. Quelqu'un avait identifié ma mère. Elle avait vu les photos et avait commenté, pourquoi n'avons-nous pas été invités à la fête de notre fils? Ce commentaire avait été posté 20 minutes auparavant. Depuis, il avait explosé. Mon colocataire d'université, Christophe, avait répondu, peut-être parce que vous l'avez traité de honte de la famille. Mon mentor, David, je connais Étienne depuis 6 ans. Il m'a dit plusieurs fois comment sa famille n'a jamais soutenu ce qu'il construisait. C'est peut-être pour ça. Marc, mon cofondateur, je me souviens d'un Thanksgiving il y a 3 ans où Étienne m'a dit que son père lui avait demandé quand il aurait un vrai travail. Ceci est un vrai travail, et il a tout déchiré. Mon ami d'un bootcamp de codage, son oncle n'a-t-il pas porté un toast à tout le monde sauf à lui à cette fête d'anniversaire? J'en ai entendu parler. C'était brutal. Théo, peut-être qu'il ne faut pas traiter quelqu'un de honte de la famille et s'attendre ensuite à une invitation. Juste une idée en l'air. Les commentaires continuaient d'affluer. Quelqu'un avait posté une capture d'écran, une conversation par message d'un groupe de discussion familiale que j'avais quitté des années auparavant. Je ne savais même pas que quelqu'un l'avait sauvegardé. C'était maman, papa, Thomas, Camille, oncle Richard et tante Hélène qui discutaient de moi. Thomas, Étienne fait toujours son truc d'application. Combien de temps va-t-il continuer à prétendre que c'est une vraie carrière? Maman, je m'inquiète juste pour lui. Il gâche son potentiel. Tante Hélène, chaque famille en a un. Celui qui ne réussit pas tout à fait. On doit juste l'accepter. Papa, j'aimerais qu'il trouve juste un emploi stable. Quelque chose dont on pourrait être fier. La capture d'écran était là, publique, dans les commentaires de la publication Facebook de Théo, à la vue de tous. D'autres commentaires ont afflué de la part de gens que je connaissais, de gens qui m'avaient soutenu au fil des ans. Cette maison dit le contraire. On dirait que la honte de la famille s'en sort très bien. Peut-être que vous auriez dû le soutenir quand ça comptait au lieu de le mépriser pendant 7 ans. Il s'est entouré de gens qui croyaient vraiment en lui. C'est intelligent. Voilà ce qui arrive quand on traite sa famille comme si elle ne comptait pas. Tante Hélène a essayé de commenter, nous avons toujours aimé Étienne. C'est un malentendu. Nous sommes très fiers de lui. Quelqu'un a immédiatement répondu avec une autre capture d'écran. Ces mots exacts lors de la fête de l'oncle Richard, chaque famille en a un. Celui qui fait honte.
Ne te sens pas mal pour ça. On t'aime quand même. L'horodatage était là. Le contexte était là. Impossible de le déformer. Oncle Richard a commenté, c'est puéril. La famille devrait être là les uns pour les autres. Étienne, tu es mesquin. 20 personnes ont répondu en quelques minutes. Où étiez-vous quand il avait besoin de soutien? Vous l'avez littéralement ignoré dans votre toast d'anniversaire devant tout le monde. Il n'est pas mesquin. Il protège sa tranquillité. La famille devrait se soutenir mutuellement. Vous avez raison. Où étiez-vous ces 7 dernières années? Thomas a essayé de les défendre, nous avons toujours été fiers d'Étienne. Nous ne comprenions simplement pas ce qu'il faisait. Mon mentor a répondu, ne pas comprendre, d'accord. Mépriser, non. Il y a une différence. Théo a ajouté, vous avez eu 7 ans pour demander, pour essayer de comprendre. Vous avez choisi de ne pas le faire. Camille a publié, Étienne, on t'aime. On est si heureux pour toi. On aurait juste aimé pouvoir célébrer ça ensemble. Marc a répondu, vous avez eu de multiples occasions de célébrer avec lui à chaque fête, à chaque réunion. Vous avez choisi de le faire se sentir comme un échec à la place. Christophe a répondu, vous vous souvenez quand votre mère a dit, peut-être que l'année prochaine sera meilleure pour toi à Noël, comme si chaque année était une déception? J'étais là. Je l'ai entendu. Les commentaires étaient brutaux, honnêtes, publics. Tout ce que ma famille avait dit et fait au fil des ans était exposé au grand jour, et ils ne pouvaient pas contrôler le récit. Mon téléphone explosait. Messages, appels, messages vocaux. Maman, Étienne, supprime cette publication. Papa, les gens disent des choses horribles sur nous. Fais-les arrêter. Thomas, tu nous fais passer pour des idiots. C'est embarrassant. Camille, s'il te plaît, appelle-moi. On doit parler de ça. Oncle Richard, tu nous dois des excuses. C'est inacceptable. Tante Hélène, comment as-tu pu nous faire ça? J'ai lu chaque message, écouté les messages vocaux. Maman en pleurs, papa en colère, Thomas exigeant que je règle ça. Puis j'ai éteint mon téléphone, je l'ai mis dans ma poche et je suis retourné à ma fête. Marc a vu mon visage. Ça va? Ouais, dis-je. Parfaitement. La famille pète un câble? Ouais. Tu veux partir? T'en occuper? J'ai regardé ma maison, mes amis, les gens qui avaient été là pour moi quand ma famille ne l'était pas, non, dis-je, je veux faire la fête. J'ai levé ma bière. Et tout le monde, je peux avoir votre attention une seconde? Le jardin s'est tu. Les gens se sont tournés vers moi. Je veux juste vous dire merci à tous, d'être ici, de m'avoir soutenu au fil des ans, d'avoir cru en moi quand il aurait été plus facile de douter. Vous êtes ma vraie famille, et je suis reconnaissant pour chacun d'entre vous. Les gens ont acclamé, levé leur verre. À Étienne, a crié Théo. Au succès, a ajouté Marc. Au fait de s'entourer de gens qui en ont vraiment quelque chose à faire, a hurlé Christophe. Tout le monde a ri, bu, fait la fête, et je me suis senti plus léger que je ne l'avais été depuis des années, parce que j'avais enfin cessé de me soucier de ce que ma famille pensait. La fête a duré jusqu'à minuit. Les gens sont partis lentement, me serrant dans leurs bras en partant, me disant qu'ils étaient fiers. Théo a été l'un des derniers à partir. Ce truc sur Facebook est dingue, dit-il. C'est devenu viral. Genre, vraiment viral. Qu'est-ce que tu veux dire? Il m'a montré son téléphone. La publication avait 4000 réactions, 800 commentaires et avait été partagée plus de 200 fois. Les nouvelles locales l'ont repris, dit-il. Il y a un article. Un homme organise une fête, exclut sa famille qui le traitait de honte, Internet réagit. J'ai fixé le titre. Bordel. Ouais, tu es célèbre maintenant. De la meilleure des manières. Les gens sont de ton côté. Jean, massivement de ton côté. Ma famille va devenir folle. Ils le sont déjà. Tu as regardé le groupe de discussion familiale? Je n'y suis plus. Quelqu'un m'a fait fuiter des captures d'écran. Il m'a montré son téléphone. Un groupe de discussion intitulé « Famille, maman, papa, Thomas, Camille, Antoine, oncle Richard, tante Hélène, tous. » En train de planifier la gestion de crise, de discuter de la manière de redorer leur image, de parler de m'appeler,
d'exiger que je fasse une déclaration, de me demander de supprimer la publication. Pas une seule fois quelqu'un n'a dit « peut-être qu'on a eu tort ». Pas une seule fois quelqu'un ne s'est excusé de la façon dont ils m'avaient traité. Ils étaient juste contrariés de passer pour des méchants, pas d'avoir été méchants. Ils ne changeront pas, dit Théo doucement. Tu le sais, n'est-ce pas? Ouais, dis-je. Je sais. Bien. Parce que tu n'as pas besoin d'eux. Tu n'en as jamais eu besoin. Après le départ de Théo, je me suis assis seul sur ma terrasse, regardant ma maison, ma piscine, mon jardin, tout ce que j'avais construit sans leur aide, sans leur soutien, sans leur approbation. Je l'avais fait quand même, et ils l'avaient manqué. Pas parce que je l'avais caché, mais parce qu'ils n'avaient jamais pris la peine de regarder. J'ai rallumé mon téléphone. 17 nouveaux messages vocaux, 43 messages textes. Je les ai tous supprimés sans les lire ni les écouter. J'ai ouvert Facebook. La publication avait pris de l'ampleur. 5000 réactions maintenant. Plus de 1000 commentaires. Des gens que je ne connaissais pas donnaient leur avis. Voilà ce qui arrive quand on traite sa famille comme si elle ne comptait pas, bien pour lui. Entourez-vous de gens qui vous élèvent, pas qui vous rabaissent. La meilleure vengeance est le succès. Et il a clairement réussi. J'avais une famille comme ça. Je les ai rayés de ma vie il y a 5 ans. Meilleure décision que j'ai jamais prise. Le succès n'a pas besoin de la validation de gens qui n'ont jamais cru en vous. J'ai lu les commentaires pendant 1 heure. Et j'ai réalisé quelque chose. Je n'étais pas seul. Des milliers de personnes avaient vécu cela, avaient eu des familles qui les méprisaient, qui les faisaient se sentir petits, qui ne prêtaient attention que lorsque le succès était indéniable. J'avais raconté mon histoire accidentellement, publiquement, et elle avait trouvé un écho. J'ai posté un commentaire sur la publication de Théo, merci à tous pour votre soutien. À tous ceux qui demandent, oui, c'est réel. Oui, je vais bien. Mieux que bien. Parfois, la famille que l'on choisit est plus importante que la famille dans laquelle on est. Reconnaissant pour tous ceux qui étaient là aujourd'hui. Vous savez qui vous êtes. Puis j'ai fermé Facebook, suis rentré, me suis couché dans ma nouvelle maison et j'ai dormi mieux que je ne l'avais fait depuis des années. Je me suis réveillé le dimanche matin avec 127 notifications. La publication Facebook avait continué de croître pendant la nuit. Elle avait maintenant 12 000 réactions, 2000 commentaires et avait été partagée plus de 500 fois. Les sites d'information locaux l'avaient reprise, puis les régionaux. Le lundi matin, un grand blog technologique avait écrit à ce sujet, un fondateur de start-up exclut sa famille du succès après des années à être traité de honte, Internet donne son avis. L'article détaillait l'acquisition de mon entreprise, la maison, la fête, les commentaires de ma famille au fil des ans, l'explosion sur Facebook. Ils avaient interviewé certaines des personnes qui avaient commenté mon mentor, David, mon cofondateur, Marc, même Théo, tous confirmant l'histoire. Tous confirmant que oui, ma famille m'avait traité comme un échec pendant 7 ans. Et oui, j'avais réussi quand même. Les commentaires sur l'article du blog technologique étaient tout aussi favorables que sur Facebook. Bien pour lui. Le succès n'a pas besoin de la validation de gens qui n'ont jamais cru. J'ai coupé les ponts avec ma famille pour des raisons similaires. Meilleure décision que j'ai jamais prise. Ils ont eu 7 ans pour le soutenir. Ils ont choisi de ne pas le faire. C'est leur faute. Le fait qu'ils soient plus contrariés par leur image que par la façon dont ils l'ont traité en dit long. Mon téléphone a commencé à sonner le lundi matin. Je l'ai rallumé pour vérifier les messages de mes vrais amis. Premier appel, maman. J'ai laissé aller à la messagerie vocale. Deuxième appel, papa. Messagerie vocale. Troisième appel, Thomas. Messagerie vocale. Puis les messages textes ont commencé à arriver. Maman, Étienne, s'il te plaît, il faut qu'on parle. Ça a pris trop d'ampleur. Papa, appelle-moi immédiatement. Ça affecte toute la famille. Thomas, as-tu la moindre idée de ce que ça nous fait? Les amis de maman l'appellent. Les gens de mon cabinet posent des questions. Camille, le parent d'un patient, m'a posé des questions à ce sujet aujourd'hui à l'hôpital. C'est humiliant. Oncle Richard, tu as fait passer ton message. Maintenant, supprime la publication et passons à autre chose. J'ai lu chaque message. Pas une seule fois quelqu'un ne s'est excusé. Pas une seule fois quelqu'un n'a reconnu que peut-être, juste peut-être, ils avaient eu tort.
Ils étaient juste contrariés par les conséquences, par le fait de passer pour des méchants publiquement, par le fait que leurs amis et collègues voient qui ils étaient vraiment. J'ai tapé une seule réponse, je l'ai envoyée au groupe de discussion familiale auquel j'avais été rajouté sans ma permission. Ce n'est pas moi qui vous ai fait passer pour des méchants. J'ai dit la vérité. Si la vérité vous fait passer pour des méchants, c'est votre problème, pas le mien. Puis j'ai mis le groupe en sourdine. Cet après-midi-là, j'ai reçu un appel d'un numéro que je ne reconnaissais pas. J'ai failli ne pas répondre, mais quelque chose m'a poussé à le faire. Étienne, ici Jeanne Dubois de l'émission Le Grand Matin. Nous aimerions vous recevoir dans l'émission pour parler de votre histoire. Nous pensons qu'elle trouve un écho auprès de nombreuses personnes qui ont vécu des expériences similaires avec la dynamique familiale. Je me suis assis. Le Grand Matin veut m'interviewer? Oui, nous faisons un segment sur les attentes familiales et le succès. Votre histoire est parfaite pour cela. Seriez-vous intéressé? Je dois y réfléchir. Bien sûr. Voici mon numéro. Rappelez-moi d'ici mercredi si vous êtes intéressé. Après avoir raccroché, je suis resté assis sur mon canapé à regarder le mur. C'était devenu plus grand que ce à quoi je m'attendais, plus grand qu'une publication Facebook, plus grand qu'un article de presse locale. J'étais en train de devenir le visage de quelque chose, presque un mouvement, de gens qui avaient été méprisés par leur famille, qui avaient réussi quand même, qui avaient choisi leur tranquillité plutôt que les obligations familiales. Mardi matin, tante Hélène est venue chez moi. J'ai vu sa voiture arriver par la fenêtre, je l'ai regardée s'asseoir dans l'allée pendant 5 minutes avant de sortir. Quand elle a frappé, j'ai ouvert la porte mais je ne l'ai pas invitée à entrer. « Étienne, dit-elle. » Sa voix était tendue, maîtrisée. « Il faut qu'on parle. » « De quoi ? » ?»« De ce que tu as fait. Des dégâts que tu as causés. » »« Je n'ai rien fait. J'ai organisé une fête. Quelqu'un a publié des photos. C'est tout. Tu sais que ce n'est pas vrai. Tu nous as délibérément exclus. Tu savais que ça nous ferait du mal. Et maintenant tu laisses Internet détruire notre réputation. Je ne laisse Internet faire quoi que ce soit. Ils réagissent à la vérité. La vérité ? Sa voix devint plus aiguë. La vérité, c'est qu'on t'a toujours aimé. On a toujours été fiers de toi. Peut-être qu'on ne comprenait pas ce que tu faisais, mais ça ne veut pas dire qu'on ne s'en souciait pas, vous m'avez traité de honte. Elle a tressailli. C'était sorti de son contexte. Quel contexte ? Vous avez dit, et je cite, chaque famille en a un. Celui qui fait honte, en face de moi, à la fête d'anniversaire de l'oncle Richard. En quoi est-ce hors contexte ? J'essayais de te remonter le moral. En me traitant de honte ? Comment est-ce que ça remonte le moral de quelqu'un ? Tu déformes mes propos. Non, je les répète exactement comme vous les avez dit. La seule différence, c'est que maintenant tout le monde le sait. Elle est restée là, la bouche s'ouvrant et se fermant, cherchant un angle, un moyen de faire en sorte que ce soit ma faute. Tu dois faire une déclaration, dit-elle finalement. Dis aux gens que c'était un malentendu, que nous sommes une famille aimante, que tu as surréagi. Non. Étienne. Je ne vais pas mentir pour vous. Je ne vais pas prétendre que les 7 dernières années n'ont pas eu lieu. Je ne vais pas vous aider à vous sentir mieux sur la façon dont vous m'avez traité. Nous sommes de la même famille. Nous avons un lien de parenté. Il y a une différence. Elle m'a regardé comme si je l'avais giflé. Tu vas regretter ça, dit-elle doucement. Quand tu réaliseras ce que tu as jeté. Je n'ai rien jeté. C'est vous qui l'avez fait, il y a 7 ans. Vous ne l'aviez juste pas remarqué jusqu'à maintenant. Elle s'est retournée, est retournée à sa voiture, est montée et est partie. J'ai fermé la porte et je me suis appuyé contre elle. Mes mains tremblaient. Pas de colère, d'adrénaline. D'avoir enfin dit tout ce que je voulais dire depuis des années. Ce soir-là, Marc a appelé. Mec, tu as vu la réaction à... À quoi? L'article du blog technologique a été repris par les Échos Startup, puis Challenge, puis le Figaro Économie. Tu es partout. Quoi? Regarde sur X. Tu es en tendance. Choisis ta famille est devenu un truc maintenant à cause de ton histoire. J'ai ouvert X. Il avait raison. Choisis ta famille était en tendance.
Des milliers de personnes partageaient leurs propres histoires de familles qui les avaient méprisées, de réussites malgré tout, du choix des personnes qui les soutenaient vraiment. Mon histoire était devenue un cri de ralliement. Les gens publiaient des photos de leur propre famille choisie, leurs amis, leurs mentors, les gens qui avaient cru en eux quand les parents de sang ne le faisaient pas. C'est de la folie, dis-je. Ça trouve un écho, dit Marc. Parce que c'est réel. Combien de personnes ont des familles comme la tienne, qui les font se sentir comme des échecs, qui ne s'en soucient que lorsque le succès est indéniable? Beaucoup, apparemment. Je ne voulais pas que ça arrive, mais c'est arrivé. Et maintenant tu as le choix. Tu peux te cacher ou tu peux l'assumer. Utilise ta plateforme pour aider d'autres personnes qui ont vécu la même chose. Comment je fais ça? Commence par raconter ton histoire entièrement, selon tes propres termes. Pas à travers des captures d'écran et des commentaires Facebook. Raconte-la, vraiment. Mercredi matin, j'ai rappelé Jeanne Dubois. Je ferai l'interview, dis-je. Mais je veux être clair sur quelque chose. Je ne fais pas ça par vengeance. Je le fais parce que je pense que mon histoire pourrait aider d'autres personnes. C'est exactement pour ça qu'on vous veut, dit-elle. Nous avons reçu des courriels de téléspectateurs, des gens nous demandant de couvrir des histoires comme la vôtre. La dynamique familiale, le succès, la pression de se conformer. Vous donnez une voix à quelque chose que beaucoup de gens ressentent mais ne savent pas comment exprimer. L'interview a été programmée pour le lundi suivant. Cela me donnait une semaine pour me préparer, pour décider de ce que je voulais dire, de la manière dont je voulais raconter mon histoire. Jeudi, j'ai reçu un courriel de maman. L'objet, s'il te plaît, lis ceci. J'ai failli le supprimer, mais la curiosité l'a emporté. Étienne, je t'écris ceci parce que tu ne réponds pas à mes appels. Parce que j'ai besoin que tu m'entendes, même si tu ne veux pas écouter. Je suis désolé. Je suis désolé pour chaque au moins, il essaie. Je suis désolé pour chaque peut-être l'année prochaine. Je suis désolé de ne pas avoir compris ce que tu construisais, de l'avoir qualifié de ce truc avec les ordinateurs au lieu de te demander de l'expliquer. Je suis désolé que nous t'ayons fait sentir comme un échec alors que tu réussissais en fait. Tu as raison. Nous t'avons traité comme si tu ne comptais pas, comme si tes accomplissements étaient moins importants parce que nous ne les comprenions pas. Et je suis désolé qu'il ait fallu ça, toute cette humiliation publique, pour que je le voie. Je t'aime. Je t'ai toujours aimé. Mais je ne l'ai pas montré de la manière dont tu en avais besoin. Je ne t'ai pas soutenu comme tu le méritais. Je ne te demande pas de me pardonner tout de suite. Je ne te demande pas de réparer notre relation du jour au lendemain. Je te demande juste de savoir que je le vois maintenant. Je vois ce que nous avons fait de mal. Et je suis désolé. Si jamais tu veux parler, je suis là. Maman, je l'ai lu 3 fois. C'était la chose la plus proche de véritables excuses que j'avais reçues. Pas d'excuses, pas de justification, juste une reconnaissance. Mais c'est aussi arrivé après que tout a explosé, après qu'Internet l'a vu, après que ses amis ont appelé pour poser des questions. Était-elle désolée de la façon dont elle m'avait traité ou désolée que tout le monde sache maintenant comment elle m'avait traité? Je ne savais pas. J'ai répondu par une seule ligne. Merci pour les excuses. J'ai besoin de temps. Je n'ai pas dit combien de temps. Je n'ai rien promis. J'ai juste reconnu que je l'avais entendu. Vendredi, papa a appelé. J'ai répondu. Étienne, dit-il. Sa voix était rauque, fatiguée. J'ai vu ce que ta mère a écrit. Je suis d'accord avec chaque mot. Nous t'avons laissé tomber. Je t'ai laissé tomber. Oui, c'est vrai. Je pensais être pragmatique, t'encourager vers la stabilité. Un vrai travail, comme je n'arrêtais pas de le dire. Mais tu avais un vrai travail. Tu construisais quelque chose d'incroyable, et j'étais trop têtu pour le voir. Pourquoi tu appelles, papa? Parce que je te dois des excuses en personne, si tu me le permets. Mais pour l'instant, par téléphone, parce que je ne peux plus attendre. Je suis désolé pour tout. Pour t'avoir fait sentir que tu n'étais pas assez. Pour t'avoir comparé à Thomas, à Camille et à Antoine, pour ne pas t'avoir célébré comme j'aurais dû. Sa voix s'est brisée. Tu as acheté la maison de tes rêves. Et je ne le savais même pas. Je ne le savais pas parce que je n'ai jamais demandé. Jamais assez prêté attention. Je suis fier de toi, Étienne.
J'aurais dû dire ça il y a 7 ans. J'aurais dû le dire chaque jour depuis. Je suis désolé de ne pas l'avoir fait. Je suis resté silencieux, en train de digérer. J'apprécie que tu dises ça, dis-je finalement. On peut se parler en personne? Je veux voir la maison. Je veux entendre parler de ce que tu as construit. Je veux vraiment écouter au lieu de mépriser. Pas encore. Mais peut-être bientôt. D'accord. J'attendrai. Aussi longtemps qu'il le faudra. Après avoir raccroché, je suis resté assis sur mon canapé pendant un long moment. Il s'excusait. Vraiment. Mais ces temps de souffrance ne disparaissent pas avec un « désolé ». Ces temps à se sentir invisible ne s'évanouissent pas avec une seule conversation. Samedi, j'ai retrouvé Théo pour un café. « Comment tu tiens le coup ?» demanda-t-il. « Je ne sais pas. Ma famille s'excuse. Internet est de mon côté. Le grand matin veut m'interviewer. Ça fait beaucoup. Tu vas leur pardonner? À ta famille? Je ne sais pas. Une partie de moi le veut. Ce sont toujours mes parents, mes frères et sœurs. Mais une autre partie se souvient de chaque fête, de chaque réunion, de chaque fois qu'ils m'ont fait me sentir sans valeur. Tu n'as pas à leur pardonner, dit Théo. Pas tout de suite, ni jamais, si tu ne le veux pas. Le pardon est pour toi, pas pour eux. Ne le fais pas parce que tu te sens obligé. Qu'est-ce que tu ferais? Honnêtement? Je prendrais mon temps. Laisse-les mariner avec leurs excuses. Vois s'ils changent vraiment ou s'ils sont juste désolés de s'être fait prendre. Comment je fais la différence? Le temps et les actes. Les paroles ne coûtent rien. Le changement est coûteux. Vois ce qu'ils sont prêts à payer. Ce soir-là, je me suis assis et j'ai écrit tout ce que je voulais dire dans l'interview de Le Grand Matin. Pas un script, juste des notes, des points clés sur le fait de construire quelque chose quand personne ne croit en vous, sur le coup du mépris familial, sur le fait de trouver ses propres alliés, sur le succès qui n'a pas besoin de validation, sur le fait de se choisir soi-même quand choisir sa famille signifie choisir la douleur. Lundi matin, j'ai pris l'avion pour Paris, j'ai fait l'interview et j'ai raconté mon histoire honnêtement, entièrement. Jeanne Dubois a été compatissante, a posé des questions difficiles, mais m'a laissé l'espace pour répondre. Pensez-vous que vous vous réconcilierez un jour avec votre famille? Je ne sais pas, dis-je. Ils se sont excusés. Ça compte. Mais les excuses n'effacent pas 7 ans de souffrance. J'ai besoin de temps. J'ai besoin de voir s'ils changent vraiment ou s'ils ne font que gérer leur image. Que diriez-vous aux gens qui nous regardent et qui ont vécu quelque chose de similaire? Que vous n'êtes pas seul. Que vous n'avez pas tort de protéger votre tranquillité. Que la famille devrait vous soutenir. Et si ce n'est pas le cas, il est acceptable de trouver des gens qui le feront. Le succès n'a pas besoin de leur approbation. Vous n'avez pas besoin de leur approbation. L'interview a été diffusée le mercredi matin. En 1 heure, elle avait été vue 2 millions de fois en ligne. Les commentaires étaient bouleversants. Ça m'a fait pleurer. J'ai été la honte de la famille toute ma vie. J'avais besoin d'entendre ça. Merci d'avoir eu le courage de raconter votre histoire. Couper les ponts avec une famille toxique a été la décision la plus difficile et la meilleure de ma vie. Votre succès est la meilleure vengeance. Vous n'aviez pas besoin d'eux. Vous l'avez prouvé. Mon téléphone a vibré. Un message de maman. J'ai regardé ton interview. Je comprends pourquoi tu as besoin de temps. Prends tout le temps dont tu as besoin. Je t'aime. Pas d'exigence, pas de culpabilité, juste de l'acceptation. Peut-être que c'était un progrès. Peut-être que c'était un changement. Le temps le dirait. 3 mois après l'interview, la vie a commencé à redevenir normale. L'attention des médias s'est estompée. La publication Facebook a cessé de recevoir de nouveaux commentaires. X est passé au sujet tendance suivant. Mais l'impact est resté. Je recevais des courriels tous les jours, parfois des dizaines, de gens qui avaient regardé l'interview, qui avaient lu les articles, qui s'étaient reconnus dans mon histoire. Merci de m'avoir donné la permission de me choisir. J'ai coupé les ponts avec ma famille toxique après avoir regardé votre interview. Meilleure décision que j'ai jamais prise. Votre histoire m'a aidé à réaliser que je ne suis pas seul. J'ai répondu à autant que j'ai pu. J'ai essayé d'offrir du soutien, des encouragements, de la validation,
parce que je savais ce que c'était de penser que le problème venait de soi, de croire que peut-être sa famille avait raison et qu'on était un échec. Je savais ce que c'était de réaliser enfin que le problème ne venait pas de soi. Il venait d'eux. Pendant ces 3 mois, j'ai maintenu un contact minimal avec ma famille. Maman envoyait un message une fois par semaine. Rien d'exigeant, juste des nouvelles. Je pense à toi. J'espère que tu vas bien. Pas de pression pour répondre. Papa appelait une fois par mois, laissait des messages vocaux parlant de sa journée, de ce qu'il avait appris, des livres qu'il lisait sur la dynamique familiale et l'intelligence émotionnelle. Il essayait. C'était clair. Thomas a envoyé un courriel, un long, s'excusant de la façon dont il les avait défendus, de ne pas m'avoir soutenu, de faire partie du problème. J'étais jaloux, écrivit-il. Tu as fait quelque chose que j'avais trop peur de faire. Tu as pris un risque, construit quelque chose à partir de rien. J'ai suivi le chemin et je me suis convaincu que cela me rendait meilleur que toi. Ce n'était pas le cas. Ça me rendait juste conventionnel. Je suis désolé. Camille a envoyé une lettre manuscrite livrée chez moi. Dedans, elle détaillait chaque fois où elle n'avait pas réussi à me soutenir, chaque réunion où elle était restée silencieuse quand quelqu'un me méprisait, chaque fête où elle avait participé au fait de me traiter comme si je ne comptais pas, j'étais complice, écrivit-elle. Ne pas prendre la parole, c'est comme être d'accord. J'aurais dû te défendre. J'aurais dû te célébrer. Je ne l'ai pas fait. Et je suis désolé. Oncle Richard et tante Hélène n'ont pas du tout cherché à me contacter. Je n'étais pas surpris. 4 mois après l'interview, j'ai invité Théo et Marc. Nous étions assis sur ma terrasse, buvant de la bière, regardant le soleil se coucher sur la piscine. « Comment vas-tu » demanda Marc. « Vraiment ?»« Mieux, dis-je. La colère est partie. Maintenant, c'est juste de la tristesse, je suppose. De la tristesse pour ce que ça aurait pu être s'ils avaient été différents. Tu vas leur pardonner, demanda Théo. Je pense que oui. Finalement. Mais pardonner ne veut pas dire oublier. Ça ne veut pas dire revenir à la situation d'avant. Qu'est-ce que ça veut dire alors ? Ça veut dire avancer sans le poids du ressentiment. Ça veut dire reconnaître qu'ils essaient sans prétendre que le passé n'a pas eu lieu. C'est sain, dit Marc. Plus sain que je ne le serais. J'essaie. La thérapie aide. Tu suis une thérapie ? Ouais. J'ai commencé il y a 2 mois. Je me suis dit que si je devais gérer tout ça, je devais le faire correctement. Bien joué, mec. Sérieusement. 5 mois après l'interview, j'ai accepté de rencontrer mes parents pour un café. Juste eux. Pas de Thomas, pas de Camille, pas de famille élargie. Juste maman et papa. Nous nous sommes retrouvés dans un lieu neutre, un café à mi-chemin entre ma maison et la leur. Ils sont arrivés en avance. Je les ai vus par la fenêtre, assis à une table dans un coin, l'air nerveux. J'ai pris une grande inspiration et je suis entré. « Étienne » dit maman en se levant immédiatement. Elle avait l'air de vouloir me serrer dans ses bras mais n'était pas sûre de devoir le faire. Je l'ai serré dans mes bras. Bref, gênant, mais un début. « Salut, maman. »« Papa. » Nous nous sommes assis, avons commandé des cafés et sommes restés dans un silence inconfortable. Finalement, papa a parlé. « Merci d'avoir accepté de nous rencontrer. Je ne dis pas que tout est réglé, mais je suis prêt à essayer. » C'est tout ce qu'on demande, dit maman. Ses yeux étaient rouges, comme si elle avait pleuré avant mon arrivée. On a travaillé sur nous-mêmes, on suit une thérapie, on lit des livres, on essaie de comprendre où on s'est trompé. Et, demandai-je. Et on a été horrible avec toi, dit papa sans détour. On était tellement concentrés sur le succès conventionnel qu'on n'a pas pu voir ce que tu construisais. On t'a fait te sentir sans valeur alors que tu créais en fait quelque chose d'incroyable. J'ai passé 7 ans à essayer de vous le faire remarquer, dis-je. 7 ans à espérer que vous demanderiez, que vous vous en soucieriez. On aurait dû le remarquer, dit maman. C'est de notre faute, pas de la tienne. Tu n'aurais pas dû avoir à faire tes preuves auprès de nous. On aurait juste dû croire en toi. Pourquoi ne l'avez-vous pas fait ? Elle y réfléchit longuement. La peur, je pense. La peur que si tu échouais, on devrait te regarder lutter. C'était plus facile de mépriser ce que tu faisais que de risquer d'être déçu.
Mais ce n'est pas ton fardeau à porter. C'est le nôtre. Je n'allais jamais être Thomas ou Camille ou Antoine, dis-je. Je n'allais jamais être avocat ou médecin ou reprendre une entreprise familiale. Ce n'était pas moi. On sait, dit papa. Et on est désolé de t'avoir fait sentir que c'était un problème. Nous avons parlé pendant 2 heures du passé, de ce qui avait fait mal, de ce qui devait changer à l'avenir. À la fin, rien n'était réglé. Mais quelque chose avait changé. Il ne me demandait pas d'oublier. Il ne me demandait pas de prétendre que ce n'était pas arrivé. Il demandait juste une chance de faire mieux. J'aimerais voir la maison, dit maman alors que nous partions. Quand tu seras prêt. Sans pression. D'accord, dis-je. Peut-être dans quelques semaines. On attendra, dit papa. Aussi longtemps qu'il le faudra. 6 mois après l'interview, je les ai invités. Juste maman et papa. Petit pas. Ils sont arrivés un samedi après-midi. Je leur ai fait visiter, je leur ai montré chaque pièce, expliqué l'architecture, les choix de design, les choses qui la rendaient mienne. Maman a pleuré dans le bureau. C'est magnifique, Étienne. Tout ce que tu as construit, la maison, la carrière, la vie. C'est magnifique. Merci. Papa se tenait dans le jardin, regardant la piscine, la maison d'amis, l'aménagement paysager. Tu as fait ça, dit-il doucement. Sans nous. Sans notre aide, sans notre soutien, tu as fait ça. Ouais, je l'ai fait. Je suis fier de toi. Sa voix s'est brisée. J'aurais dû dire ça il y a 7 ans. Chaque jour depuis. Mais je le dis maintenant. Je suis si fier de toi. Nous sommes restés là un moment, sans rien dire, existant simplement dans le même espace sans tension. Avant qu'il ne parte, maman m'a serré dans ses bras, plus longtemps cette fois, plus fort. Je t'aime, dit-elle. Je t'ai toujours aimé. Je ne savais juste pas comment le montrer de la manière dont tu en avais besoin. Je sais, maman. Je t'aime aussi. 8 mois après l'interview, Thomas a appelé. Salut, je sais qu'on n'a pas beaucoup parlé, mais je voulais que tu saches que j'ai quitté le cabinet. Quoi? J'ai démissionné. J'ai remis ma démission la semaine dernière. Je lance mon propre cabinet. Plus petit, plus axé sur l'aide aux gens plutôt que sur le fait de devenir associé. Thomas, c'est énorme. Je sais. C'est terrifiant. Mais te voir prendre ce risque il y a 7 ans et réussir, ça m'a fait réaliser que j'ai joué la carte de la sécurité toute ma vie. Je ne veux plus faire ça. Je suis fier de toi. Merci. Et Étienne, je suis désolé pour tout. Pour ne pas t'avoir défendu, pour avoir fait partie du problème. Tu méritais mieux de ma part. J'apprécie. On pourrait aller dîner un de ces jours, juste nous deux? Je veux entendre parler de ce sur quoi tu travailles maintenant. Vraiment l'entendre. Pas juste hocher la tête comme si je comprenais. Oui, j'aimerais bien. 10 mois après l'interview, Camille m'a invité à la fête d'anniversaire de sa fille. Ma nièce, Chloé, 4 ans. Je l'avais à peine vue au fil des ans parce que les réunions de famille étaient devenues si toxiques. Je sais que c'est beaucoup demandé, dit Camille au téléphone. Mais Chloé n'arrête pas de demander des nouvelles de son oncle Étienne. Elle a vu des photos de ta maison et pense que tu es la personne la plus cool du monde. J'ai ri. Vraiment? Oui. S'il te plaît, viens. Je veux qu'elle te connaisse vraiment, pas seulement de nom. J'y suis allé, j'ai apporté un cadeau, j'ai joué avec les enfants, j'ai parlé avec Camille et son mari comme des adultes au lieu d'adversaires. C'était agréable, normal, comme une famille devrait l'être. 1 an après l'interview, j'ai organisé Thanksgiving chez moi. Pas toute la famille, juste les gens qui avaient fait les efforts, maman, papa, Thomas, Camille et leur famille. Théo est venu aussi, ainsi que Marc, et quelques autres amis qui avaient été là depuis le début. Mélanger la famille choisie et la famille de sang, pour créer quelque chose de nouveau. Avant le dîner, je me suis levé pour porter un toast. Il y a 1 an, j'ai organisé une pendaison de crémaillère. J'ai invité 75 personnes. Aucune d'entre elles n'était de ma famille. Cette décision est devenue virale, est devenue toute une histoire, a changé ma vie. Tout le monde écoutait en silence. Je ne regrette pas cette décision. J'avais besoin de me protéger,
besoin de montrer que je n'avais pas besoin de la validation de gens qui avaient passé des années à me faire sentir sans valeur. Mais j'ai appris quelque chose cette année. Que les gens peuvent changer. Que les excuses peuvent être sincères. Que la famille, ce n'est pas d'être parfait. C'est d'être prêt à faire le travail. J'ai regardé mes parents, Thomas et Camille. Merci d'avoir fait le travail, d'être allé en thérapie, d'avoir vraiment écouté, d'avoir essayé de comprendre au lieu de mépriser. Ça n'efface pas le passé, mais ça crée un avenir différent. Maman pleurait. Papa avait son bras autour d'elle. À l'évolution, dis-je en levant mon verre. Aux secondes chances, à la coexistence de la famille choisie et de la famille de sang. À nous tous, pour être meilleurs. Tout le monde a levé son verre. À Étienne, ajouta Théo, pour avoir eu le courage de raconter son histoire et pour nous avoir tous appris qu'il est acceptable de se choisir soi-même. Nous avons mangé, nous avons ri, nous avons raconté des histoires. Et pour la première fois depuis des années, je me suis senti à ma place dans une réunion de famille. Pas parce que je m'étais conformé. Pas parce que j'étais devenu ce qu'ils voulaient, mais parce qu'ils avaient enfin appris à accepter qui j'avais toujours été. Après que tout le monde soit parti, je me suis assis seul sur ma terrasse avec mes pensées. La maison était silencieuse. Les lumières de la piscine se reflétaient sur l'eau. Les étoiles remplissaient le ciel. J'ai pensé à l'année écoulée, au fait d'être devenu viral, à l'interview, au courriel d'inconnus, aux excuses de ma famille et à ma décision de leur donner une autre chance. J'ai sorti mon téléphone, ouvert Facebook et retrouvé la publication originale de Théo d'il y a un an, celle qui avait tout déclenché. J'ai relu les commentaires. Des milliers de gens me soutenant, des gens partageant leurs propres histoires, des gens trouvant de la force en sachant qu'ils n'étaient pas seuls. J'ai tapé un nouveau commentaire. Un an plus tard. Beaucoup de choses se sont passées depuis cette fête. J'ai appris que la guérison n'est pas linéaire. Que le pardon ne signifie pas l'oubli. Que la famille peut changer si elle est prête à faire le travail. Et que les gens qui m'ont soutenu quand ça comptait seront toujours ma vraie famille, qu'ils soient de sang ou choisis. Merci à tous pour votre soutien, pour vos histoires, pour m'avoir aidé à réaliser que je n'étais pas seul. Nous faisons tous de notre mieux. Parfois, cela signifie se protéger. Parfois, cela signifie donner des secondes chances. Les deux sont acceptables. Faites-vous confiance pour savoir de quoi vous avez besoin. Je l'ai publié, j'ai fermé l'application et j'ai rangé mon téléphone. Le commentaire serait probablement enterré. Personne ne lisait plus cette vieille publication. Mais ça n'avait pas d'importance, parce que je ne le publiais pas pour eux. Je le publiais pour moi. Comme un marqueur de croissance, de guérison, du choix d'un chemin différent. Je me suis levé, j'ai traversé ma maison, ma belle maison de rêve durement gagnée. Chaque pièce représentait quelque chose que j'avais construit sans leur approbation. Chaque meuble était un choix que j'avais fait sans leur avis. Chaque photo au mur était un souvenir dont ils n'avaient pas fait partie. Et ce n'était pas grave, parce que j'avais construit cette vie, ce succès, cette paix. Ils l'avaient manqué. Mais ils étaient là maintenant, et c'était suffisant. Pas parfait, mais suffisant. Certaines familles ne changent jamais. Certaines excuses ne viennent jamais. Mais la mienne l'a fait, et j'ai choisi d'accepter cela, d'aller de l'avant, de créer quelque chose de nouveau tout en honorant ce que j'avais appris. Celui qui faisait honte était devenu l'histoire d'un succès. Le mépris était devenu une validation. La famille qui ne croyait pas avait appris à croire. Et l'homme qu'ils avaient sous-estimé s'était prouvé, plus qu'à quiconque, qu'il n'avait jamais eu besoin de leur approbation pour réussir. Il avait juste besoin de la sienne. Et ça, avais-je appris, était le plus beau cadeau de tous.